Le foncier urbain, en quoi est-ce important? Bonjour, dans notre vidéo aujourd'hui, nous allons aborder le foncier urbain. En quoi c'est important? Quoi est-ce important? C'est fondamental de comprendre le foncier lorsque l'on veut comprendre les villes africaines. Lorsque l'on veut agir sur les villes, il est fondamental de comprendre quels sont les mécanismes fonciers qui sont en présence. En effet, tout le monde rêve d'avoir à un moment donné son petit lopin de terre, donc le foncier est devenu quelque chose d'extrêmement important dans toutes les couches de la société. On veut se mettre à l'abri, on veut pouvoir, pour ses vieux jours, avoir sa petite maison, son lopin de terre, et pour cela, on est prêt à faire beaucoup de choses. Alors assez naturellement, plus il y a de gens qui ont ce désir-là, plus on va focaliser et plus il y aura de blocage au niveau du foncier. Lorsque l'on parle de restructuration urbaine également, on parle de sécurisation foncière, de sécurité ou de sécurisation foncière. Donc, à toutes les étapes de la fabrication de la ville, on se retrouve sur le foncier. On se retrouve sur le sol qui pourrait être vu, et on en parlera plus tard, comme une ressource. Ressource sol, ressource eau, ressource air. Et donc, c'est une ressource qui n'est pas extensible à l'infini. Donc c'est une ressource qu'il faut gérer comme une ressource normale. Sauf qu'on se trouve dans des situations où l'enjeu majeur du foncier est justement de pouvoir s'étendre à l'infini. Donc quelque part, le marché nous pousse à s'étendre, et d'un autre côté, lorsque l'on veut gérer des ressources, lorsqu'on veut gérer la ville dans son ensemble, on essaie plutôt de diminuer et plutôt de redonner une forme compacte et justement de ne pas s'étendre. Donc il y a un jeu comme ça entre étalement urbain qui profite, ça donne des parcelles à beaucoup de monde, et une volonté de rendre un peu la ville plus compacte pour que le réseau soit plus facilement gérable et qu'on ait les moyens de mettre l'infrastructure en place. Donc on va un petit peu voir rapidement ces quelques dualités. Quels sont les blocages? Alors les blocages, ils sont très nombreux, on le voit assez souvent, hein. Il y a des parcelles qui posent problème, comme on dit. Donc quand vous commencez à regarder dans les projets urbains, on est toujours sur des questions foncières. Pourquoi? Parce que du sol a été souvent distribué et à des propriétaires. Hein, aujourd'hui, on se retrouve rarement dans une situation où il n'y a pas de propriétaire. Dans le meilleur des cas, c'est l'État qui peut encore distribuer, et souvent, ce qu'on trouve, c'est qu'il y a des superpositions de propriétaires. Voilà. On a distribué, en gros, plusieurs fois la même parcelle. Volontairement, assez souvent, involontairement parfois, parce que c'est très loin de la périphérie, de l'ultime périphérie de la ville, et puis on s'est retrouvé sur des plans qui n'étaient pas calés, avec un système géodésique qui n'était pas forcément le bon, ou qui n'était pas utilisé, ou qui n'était pas en place au moment où on a fait les plans de lotissement, et on se retrouve sur des lotissements qui sont superposés. Alors, qui est finalement le propriétaire légitime? Ça, c'est extrêmement difficile à savoir, mais on se retrouve toujours sur ces questions-là, et tous les droits des propriétaires dans les quartiers précaires sont sur des questions de foncier, forcément. En principe, dans un quartier précaire, le sol appartient soit à un propriétaire qui n'est pas celui qui squatte, puisque les gens qui sont dans les quartiers précaires sont des squatteurs. Le sol ne leur appartient pas et ils sont mis à cet endroit-là. Alors quand c'est l'État qui possède, en principe, on peut se dire qu'à un moment donné, il y aura une régularisation. Et puis quand c'est un propriétaire foncier privé, eh ben, il y a une précarité encore plus grande, parce qu'un jour, on peut demander, le propriétaire peut faire valoir ses droits et déplacer les gens. Donc ça, c'est la première situation dans les quartiers précaires, c'est de dire à qui appartient ce sol. Et il y a un certain nombre de gens qui ont des titres fonciers, il y a des gens dans certains pays qui ont des permis d'habiter, il y en a qui n'ont rien du tout, mais qui sont là depuis 40 ans. La question là derrière, au-delà du droit foncier, au-delà du droit de propriété privée ou non, c'est la légitimité qu'ont les gens à s'installer sur ces terrains. Alors dans certains pays, on a décidé que les gens, après 40 ans dans un quartier, étaient légitimes de rester dans ce quartier. Sauf que le sol ne leur appartient pas. Donc on va faire des cessions comme ça de sol depuis l'État jusqu'aux propriétaires, jusqu'aux squatteurs qui deviendront ensuite des propriétaires. Ça, c'est des grands blocages, donc superposition ou alors squat sur des terrains qui n'appartiennent pas.
Et puis, un des grands blocages aussi, c'est qu'on commence à démultiplier le foncier, mais l'équipement, la viabilisation des terrains ne suit en principe pas l'engouement qu'on a au niveau du foncier. Enfin, dernier élément, dans certains pays, dans certaines villes, on joue avec le foncier à la pyramide de Ponzi, où finalement les premiers achètent, revendent avec une plus-value, et puis rachètent des terrains un peu moins chers, qui revendent à chaque fois avec une plus-value. Mais à ce système-là, soit vous augmentez drastiquement la population, ce qui va se passer dans la plupart des villes, donc le système de Ponzi va durer excessivement longtemps, soit à un moment donné, votre système s'arrête. Une fois que vous possédez tous plusieurs parcelles, il n'y a plus de raison que sa valeur augmente puisqu'on en a mis beaucoup trop sur le marché. On n'est pas encore à saturation, il y a pas mal de villes où on a encore cette marge de manœuvre et il faut savoir que cette marge de manœuvre elle est extrêmement importante. Pourquoi ? Parce que dans certaines villes, c'est finalement le placement le plus rentable. Vous mettez votre argent à la banque, il ne vous rapporte strictement rien. Vous achetez des parcelles. Les parcelles, le prix, le coût du mètre carré augmentant globalement depuis quelques dizaines d'années, eh bien vous êtes sûr de faire une plus-value qui sera sans doute beaucoup plus grande que celle que vous aurez fait à la banque. Donc c'est pour ça, comme placement, c'est intéressant. Et puis, il y a cet attachement ontologique véritablement à la terre, au foncier, pour que les gens n'arrivent pas à imaginer. Un peu en ville maintenant, on arrive à imaginer de la copropriété, de la propriété par étage, mais globalement, dans l'ensemble de l'Afrique subsaharienne, comme dans d'autres continents, on est attaché et on veut absolument avoir sa propre parcelle. La sécurité foncière, une propriété privée. La sécurité foncière, bien sûr, puisqu'on va à un moment donné obtenir une parcelle. Cette parcelle, c'est de la propriété privée. Donc, les grands programmes de la Banque mondiale ont encouragé ça. Traditionnellement en Afrique, on a un chef de terre qui distribue. La terre est un bien commun qui n'appartient à personne, ou plutôt qui appartient à la communauté. Et puis on va faire comme ça des roulements, en tout cas lorsqu'il y a des cultures, on va distribuer dans le village, et il y a le chef de terre qui distribue ça. Bon, ça c'est dans les temps anciens. On s'est rendu compte qu'on avait finalement trouvé un intérêt à séparer entre urbain et rural, et puis que le sol urbain avait pris une valeur finalement qu'il n'avait pas auparavant. Et donc on est passé petit à petit de propriété commune du sol ou communautaire à de la propriété privée, où chacun a mis son petit bâtiment et chacun a son petit lopin de terre. Tous les programmes de sécurisation foncière qu'il y a aujourd'hui sur le continent, et notamment tous les programmes de restructuration urbaine, sont des programmes qui encouragent la propriété privée. Voilà. Ça, on pourrait très bien, à un moment donné, remettre en cause et se dire, est-ce que c'est le seul modèle de propriété, la propriété privée, ou est-ce que dans le cas de bidonville, par exemple, pour ne prendre que cet exemple qui est très facile à comprendre, mais qui pourrait être élargi après, est-ce que dans ce cas des bidonvilles, par exemple, on pourrait imaginer une propriété communautaire, commune du sol, puisque aujourd'hui, c'est malgré tout ce qui se passe, puisque le sol n'appartient pas à la personne qui vit à cet endroit-là, et c'est simplement des squatteurs qui se sont mis sur un sol, sur un terrain. Pourquoi ce terrain ne pourrait pas appartenir à la communauté des gens? Et puis la question, elle est, est-ce que ce terrain, effectivement, est-ce qu'on peut en hériter, ou est-ce qu'on a une jouissance de ce terrain qui s'arrête avec la mort de la personne qui va utiliser son terrain? Donc ça ouvre des voies à beaucoup d'autres choses. Alors, pour être très clair, peu de gens ont envie d'ouvrir ces voies sur les commons, sur tout ce qui est propriété non privée d'un bien, donc non individuelle, mais je pense qu'on doit aussi réfléchir à un moment donné, quand on parle de villes africaines, quand on parle de gestion urbaine et notamment de la gestion de la ressource sol, est-ce que la propriété privée, individuelle, où chacun a sa petite parcelle, elle est la seule manière de faire, ou est-ce que finalement, si on va replonger dans la tradition, si on va regarder comment ça se pratiquait socialement il y a quelques années, quelques décennies, est-ce qu'il n'y a pas là matière à
imaginer une nouvelle manière de produire du sol et d'utiliser ce sol. Ça, je pense qu'il y a un grand débat là-dessus qui doit être ouvert, des grands chantiers pour qu'on puisse comprendre à un moment donné ce qu'on va faire et comment on va le faire. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, puisque c'est une valeur refuge, le sol, comme on dit, donc ça, pour l'instant, ça ne se déprécie pas, eh bien, il y a toute l'attention qui est mise, et puis finalement, comme on va produire des biens qui prendront de la valeur, on a tendance, pas on aurait, mais on a tendance à avoir de plus en plus de biens qui sont mis sur le marché pour que cette plus-value et cette valeur qu'on va ainsi créer profite au plus grand nombre. Voilà. En quelques mots, la question du foncier, elle est extrêmement large, extrêmement vaste, et si vous ne comprenez pas exactement à qui appartient telle ou telle parcelle lorsque vous faites un projet, eh bien, vous ne pouvez pas comprendre pourquoi, à un moment donné, ça bloque, le projet prend un autre chemin, une autre dimension, et ça, c'est extrêmement important. Il faut comprendre véritablement le lien qu'unit les gens avec le sol, et surtout à qui ce sol appartient, pour pouvoir comprendre comment est-ce qu'on structure la ville et comment est-ce qu'on a ou pas des leviers d'action pour la structuration urbaine. Voilà pour notre message sur le foncier. Je vous retrouve dans notre prochaine vidéo.